Alors, nous sommes dans un format différent du format des sessions dans lesquelles vous avez, depuis hier, auquel vous avez participé. Donc, le format ici et le suivant, c'est un atelier. Donc, c'est la 3e année où nous testons les ateliers au sein du Congrès national de la recherche pour les IUT. Et nous allons tester un format encore différent cette fois-ci, puisque nous sommes accueillis dans un lieu particulier dont vous parlera tout à l'heure Jérôme. Donc, je rappelle, juste d'un point de vue organisation, donc on va avoir notre hôte qui va nous présenter ce lieu merveilleux. Ensuite, nous aurons une introduction qui sera faite par Olivier. Nous allons avoir 3 communications en lien avec la thématique de notre atelier, recherche, transfert de technologie, innovation et IUT. Donc, ce qui répond à la table ronde d'hier matin, qui complète tout ce que nous essayons de promouvoir au sein du CNR, quelle que soit l'année et encore plus cette année, donc qui répond bien aux objets du CNR. Et puis, une fois les 3 présentations, donc vous n'aurez pas la possibilité de questionner les présentations tout de suite, qu'on soit bien d'accord, hein, le format est différent. Nous allons avoir une présentation du laboratoire Piment par Mathieu David qui est ici présent, et puis ensuite nous questionnerons le tout. Donc l'idée, c'est bien d'échanger et d'essayer de réfléchir ensemble la recherche, le transfert de technologie, l'innovation et l'IUT. Merci. Bonjour à tous. Je vais être très bref. On a le plaisir de vous accueillir ici sur le bâtiment Alpha. C'est le premier immobilier d'entreprise du parc technologique Tech Sud. Donc ce bâtiment a été finalisé il y a à peu près 4 ou 5 ans. On est au cœur de ce parc dont j'ai parlé hier et a pour ambition de développer un certain nombre de lieux, de services pour pouvoir accompagner, héberger et accélérer la création d'entreprises innovantes. Et de nombreuses d'entre elles qui sont implantées au sein de ce bâtiment sont en lien avec la recherche ou issues de la recherche publique. Alors pour le coup, c'est un des bâtiments totems des 2 parcs technologiques. On en a un dans le nord de l'île à Sainte-Clotilde, donc à Saint-Denis, et ici dans le sud. Donc au sein de ce bâtiment, on est dans des espaces, par exemple dans cette salle, qui sont modulaires, qu'on a voulu le plus aménageable pour répondre à différentes typologies d'usage, pour des entrepreneurs qui souhaitent du coup réaliser un certain nombre de réunions, de brainstorming, de travail, de comités de pilotage, mais aussi c'est des usages qu'on fait de manière régulière avec les acteurs de la recherche sur des rencontres annuelles pour pouvoir promouvoir les acteurs du monde de la formation, de la recherche et du monde de l'entreprise sur des thématiques, notamment les rencontres géomatiques de la Réunion qui ont lieu tous les ans. Ça va être les rencontres du bâti tropical qui vont permettre notamment d'identifier les acteurs qui développent des innovations et des recherches et de les connecter donc autour de cette fertilisation croisée. Ça va être de mettre aussi en place un certain nombre d'actions dans ces espaces-là, comme des hackathons, des bootcamps en lien avec la recherche. J'ai parlé hier du Water for Future, mais c'est des espaces aussi sur lesquels on articule justement ces mises en relation et la mise en pratique aussi des différentes actions de recherche et de formation qui sont développées. On a aussi développé à la Technopole, et quand vous sortirez, si vous le souhaitez, on va faire un petit cheminement pour que vous présentiez l'intérieur du bâtiment, un certain nombre de services d'hébergement spécifiques pour les entrepreneurs qui souhaitent en flex office ou à plein temps pouvoir être accueillis, accompagnés, et avec un certain nombre de partenaires aussi qui sont implantés sur la chaîne de valeur, du financement, de la partie aussi juridique, financière, en complément de ce que la Technopole met en œuvre en accompagnement à la création d'entreprises. Donc pour le coup, c'est des lieux aussi qui hébergent des entreprises qui sont plus matures. Donc on a un parcours entrepreneurial qu'on met en place entre nos locaux où on a ces hébergements temporaires ou sur du moyen terme. Et puis quand les entreprises se développent, elles peuvent prendre leurs propres locaux et on les accompagne en agrément et en implantation. Et sur ce site, vous avez un certain nombre d'entreprises qui sont du coup innovantes et différenciantes sur des thématiques de gestion, de valorisation, de transformation des déchets, avec un groupe important sur le sujet qui gère notamment les stations du sud et de l'ouest de l'île de déchets pour le coup. Vous avez des entreprises qui sont en pointe dans le domaine de la e-santé, j'en ai parlé hier, sur tout ce qui est thématique de prescription et de sécurisation de la prescription médicamenteuse pour les prématurés, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine du numérique, et vous trouvez aussi des entreprises support à la formation dans les technologies, les domaines émergents, notamment le numérique.
tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir ici. Je ne vais pas être plus long et je vais repasser la parole à Madame Antonietta. Jérôme, Antonietta, c'est suffisant. Donc, Olivier, je t'en prie. Je rappelle à tout le monde, 10 minutes de temps de présentation, c'est comme pour les sessions. Donc, on essaie de respecter les 10 minutes, s'il vous plaît, pour que nous puissions prendre le moins de retard possible. À toi, Olivier. Merci beaucoup, Antonietta. Donc, je vais me positionner ici. Donc, je vous remercie déjà pour l'invitation et l'honneur que vous me faites de présenter un petit peu l'expérience que je suis actuellement en train de vivre au sujet d'un tout nouveau modèle qu'on a développé dans la région Pays de Loire. Donc, sur le modèle des chaires d'application. Pas tout de suite, ça c'est vous m'avez spoilé mon image. Donc, l'idée d'utiliser les chaires d'application, en fait, consiste à trouver un moyen d'aller vers le tissu économique, tout en conservant pour nous, chercheurs académiques, la notion de ressourcement scientifique. Donc ça, c'est une expérience que je mène depuis à peu près 1 an et demi grâce aux régions Pays de Loire, où on a fait un montage très particulier. Vous allez voir à la fin de la présentation que le montage présente un intérêt financier, parce que c'est un petit peu le point dur dès qu'on veut faire de la recherche expérimentale. Du coup, je veux bien. Donc voilà, quand on cherche, qu'est-ce qu'on cherche en priorité? Si vous avez des références, ce sont surtout les sources de financement. Et dès qu'on a une source de financement, on est super content. On va enfin pouvoir mettre en avant l'idée qu'on avait derrière la tête. Je veux bien la suite. Alors la problématique, c'est que juste un tout petit point historique pour être un petit peu polémique, sinon ça n'a pas de sens. On est là pour réfléchir, partager et aller de l'avant. On a tous fait face à la disparition des crédits récurrents, en tout cas à une minorisation de ces crédits récurrents, qui fait que maintenant nous sommes toutes et tous obligés d'écrire des projets de 40 pages, 50 pages, 20 pages, 10 pages à de nombreux guichets et avec un taux de succès, vous le savez, qui n'est pas forcément ce à quoi on s'attend. Donc systématiquement, dès qu'on a l'idée, on va écrire un projet, quel que soit le guichet. Donc là, vous reconnaissez le professeur Thibault. Et puis, une fois qu'on a l'information, le retour, le lauréat peut mettre son approche et tenter de répondre à sa problématique scientifique. On l'a montré hier, les guichets sont plus ou moins riches. Si on prend l'exemple du FEDER, vous allez devoir en plus répondre de façon excessivement pointue à la façon dont vous allez utiliser l'argent et plus particulièrement à la façon dont vous allez passer votre temps. Or, en recherche, on le sait tous, on le sait toutes, le temps, c'est quasiment impossible de prévoir à l'avance. D'accord. Donc du coup, on se retrouve un petit peu pieds et poings liés par rapport à cette problématique. Je veux bien la suite. Donc effectivement, si on se rappelle, l'ANR a été créée à peu près vers 2005. Et plus ça va, depuis cette date, de plus en plus le curseur se déplace vers un mode de financement qui est lié à la recherche par projet. Et ça a été excessivement accentué ces dernières années avec les plans de relance. Et puis là, plus particulièrement, les PEPR. Donc quelque chose qui est apparu il y a à peu près une petite année. Et puis il y a pas mal de collègues avec qui on s'est posé des questions, et je pense que ça concerne un petit peu toute la communauté scientifique, depuis la disparition de ces crédits récurrents, ou en tout cas l'amoindrissement de ces crédits récurrents. On s'est tous posé la question, est-ce qu'il vaut mieux financer la recherche par des fonds récurrents ou par des appels à projets, ou est-ce qu'il faut faire les deux? Donc la suite. Alors déjà, juste par rapport une information, enfin je pense qu'on est tous conscients qu'un crédit récurrent finalement c'est pas un financement sans évaluation parce qu'on est systématiquement obligé de rendre compte à minima si vous avez fait une période d'évaluation par le CERS tous les 5 ans. On doit rendre compte en fait de la qualité de ce qu'on développe en termes de stratégie au niveau du laboratoire. On doit rendre compte d'un certain nombre d'indicateurs qui fait qu'à la fin on va avoir une appréciation. Avant on avait une note, on n'a plus cette note. On a une appréciation qui nous permet de maintenir un statut, une association à un CNRS, un INRA, un label INSERM, qui nous permet d'avoir du personnel, des fonctionnements, etc. etc. D'accord. Donc déjà, le financement récurrent, de toute façon, quoi qu'il arrive, on doit rendre des comptes. Concernant les appels à projets, on va avoir plusieurs personnes qui vont trouver ça intéressant parce qu'effectivement, on peut dire que ça permet d'avoir plus de réactivité. On peut orienter rapidement les recherches sur les termes cruciaux à un instant T et faire souvent du transfert de technologie plus rapide vers l'entreprise. Donc c'est le cas par exemple des PRCE proposés par l'ANR où vous devez avoir une entreprise, un projet de recherche collaboratif entreprise, et puis vous allez avoir avec un labo académique développer une thématique qui va vous présenter donc un applicatif donné. Donc les appels à projets aussi, on peut le voir sous ce sens-là, sous cet angle-là, ça apporte du dynamisme. Parce qu'en fait, on a besoin de faire un benchmarking avant de se lancer, et on va essayer comme ça de trouver quelque chose d'original. Je veux bien la suite. Et puis vous avez l'autre versant de cette recherche par projet, cette recherche par appel à projet, où
on va ressentir, ou en tout cas certains collègues, j'en ai fait partie, on va ressentir un certain épuisement, une forme de lassitude, parce qu'en fait, il faut répondre à énormément de guichets. Donc, on va passer finalement, une fois qu'on est un peu plus senior, on va passer donc à notre temps à rechercher de l'argent. Alors, l'Europe, l'ANR, les PEPR, les PIA, l'ADEME, les bourses CIFRE et la région. Donc, on répond à tous ces guichets, toujours avec ces notions de succès tout à fait relatifs, et la souplesse plus ou moins importante d'utilisation des financements. Alors, en fonction dont les laboratoires vont être gérés, ça va créer une forme de bouleversement, puisque dans certains cas, si la politique du laboratoire est de laisser le chercheur optimiser la dépense de ses recherches, on va avoir un chercheur autonome qui va avoir son environnement, qui va gérer ses projets, et puis les collègues qui n'ont pas forcément réussi à gérer ces projets pourront pas forcément bénéficier, sauf si on fait un pot commun. D'accord, donc toutes les options se font. On pourra en discuter a posteriori après les réunions. Donc, de toute façon, l'idée de poser ces idées-là, c'était déjà de commencer à infuser ces problématiques un petit peu polémiques. C'est un débat qui est vraiment passionnant, mais je voudrais juste insister sur deux choses. La suite. Donc, quand on fait donc les évaluations, on doit rendre des indicateurs, et puis parmi les différents indicateurs, on lève des projets, on publie, il y a un indicateur dont transfert vers l'industrie. Ce qui fait que systématiquement, on a tendance, en tout cas à la section à laquelle j'appartiens, on est en 62e, en génie des procédés, on fait une recherche qui est souvent applicative. Ça veut dire qu'on a des problématiques fondamentales qui est de plus en plus liée à une problématique sociétale, ce qui fait qu'on se rapproche en fait des EPST ou des EPIC. Or, nous les universitaires, alors j'ai présenté tous les types d'universitaires qu'on avait, et surtout nous les IUT, on est garant d'une recherche qui soit à la fois fondamentale et appliquée. Et parfois, c'est pas simple de faire les deux. Faire l'appliquer, quelque part, c'est un peu dans notre génome. Institut universitaire de technologie. Donc, nous sommes des technologues. En tout cas, moi, je me considère comme étant un technologue. Mais je recherche aussi, donc, j'ai besoin aussi de ressourcement scientifique pour me complaire dans le métier que j'ai choisi. À la base, j'étais vraiment pour le fondamental. Mais j'ai besoin de faire ça aussi. Donc, du coup, quand on voit toutes ces contraintes, comment est-ce qu'on peut essayer de trouver ? Comment peut-on trouver, malgré ces fortes contraintes, un juste équilibre entre l'applicatif et le fondamental ? Pour illustrer tout ça, je vais juste vous parler d'une histoire. Je vais essayer d'être assez rapide. L'histoire d'un projet donc, qui a été monté donc, de façon assez informelle. On a commencé en 2013 avec une question scientifique qui était super fondamentale. Où on se posait la question entre la diversité des microalgues et un des produits en fait, qui va être produit par ces micro-organismes. Donc là, on s'est focalisé sur des polysaccharides, particulièrement des exopolysaccharides. Et on a mis à peu près un peu plus de 3 ans, on va dire, pour monter un projet, avec des collègues de Clermont-Ferrand, des collègues de Caen, sur l'étude en fait, de la diversité biologique, telle qu'elle a été explorée par les collègues de Tara Océan, donc un petit peu sur toute la planète. Là, vous avez ici donc, les points de prélèvement qui ont été effectués. Et on s'est un petit peu, donc, avec le consortium formé, on s'est attelé à essayer en fait, de cribler les différentes souches d'intérêt au regard du produit qu'on souhaitait valoriser de façon technico-économique au sein du consortium. Donc le consortium, c'était une boîte pour l'application, donc une start-up, AlgoSource Technologies, et puis donc des laboratoires de recherche académique. À la fin, on a pu répondre à la question, mettant en lien la biodiversité. Donc ici, vous avez un arbre phylogénétique qui représente donc l'ensemble des souches que l'on a criblées, et l'aspect compositionnel des différents types de polysaccharides. Donc composition, puis on savait cibler quel était tel type de sucre qui était intéressant pour tel type d'application. Donc le projet se termine. Et puis en 2020, voilà, comme on dit, fin de projet, comment valoriser nos résultats, valoriser notre savoir-faire, tout en continuant encore à faire de la science. Puisqu'en fait, on a abouti, on a sélectionné 6 microalgues, 6 exopolysaccharides d'intérêt, qui avaient donc un intérêt à la fois en rhéologie et en cosmétique. Donc on s'est dit, on va essayer de voir si on ne peut pas valoriser tout ça. Donc là, comment continuer ce type de projet ? Donc on a continué à réfléchir ensemble. Donc le projet monté autour d'une pression, je ne sais pas si vous avez vu le premier titre, nous a amené vers un projet monté autour d'une autre question scientifique. Et cette fois-ci, on a décidé de travailler en local, donc dans un environnement plus contraint. Et là, l'exemple est intéressant parce que ça pourrait correspondre à ce qui se passe à La Réunion. On est resté quasiment régional. Et là, donc, fort de ce qui se passait en fait à Nantes Université, un site d'excellence avec une trajectoire industrie du futur, santé du futur.
je suis allé chercher en fait différents types de partenaires qui étaient complémentaires en fait de mon champ disciplinaire. Mon champ disciplinaire, c'est de la bioproduction. Et après un peu du bio, on s'est rendu compte que les EPS qui avaient une activité cosméto pouvaient aussi avoir une activité santé. Donc nous sommes allés vers cette direction parce que nous avions un site d'excellence industrie santé du futur. Donc au fur et à mesure, nous sommes rapprochés de la région et puis on a monté un consortium avec 2 partenaires académiques, 2 partenaires industriels, donc des startups avec une expérience bien établie sur Nantes Université, sur la région. Aspect bioproduction, aspect santé, académique, industriel. Je veux bien la suite. Donc l'idée, c'était de monter en fait un projet qui soit à la fois scientifique et applicatif autour de la capacité de nos UPS de microalgues pour faire de la médecine régénérative. Donc les collègues de santé étaient spécialistes en médecine régénérative et avaient besoin en fait de nouveaux hydrocolloïdes, donc de nouvelles molécules biosourcées. On leur apporte les molécules biosourcées, ils testent l'intérêt de ce composé, et nous, donc, ça nous apporte un challenge en termes de production de ces composés, avec le sens GMP du terme, donc industrie pharmaceutique. Je me dépêche. Comment financer tout ça? Parce que les gens étaient d'accord sur le concept. Donc là, je me suis tourné vers la région, et on a l'avantage, en fait, en région Pays de Loire, d'avoir des dispositifs qui permettent de transférer, en fait, de monter un programme de recherche collaboratif ambitieux entre chercheurs et acteurs industriels et qui repose sur un questionnement scientifique. Donc là, typiquement, on était vraiment avec un outil de financement qui correspondait un petit peu aux questions que l'on se posait. Et l'idée, c'était de positionner le partenaire industriel en avance de compétitivité. Donc ça intéressait à la fois les deux. L'industriel santé, donc Gulliver Thérapeutique, spécialisé en culture de cellules souches, et l'industriel capable de produire les biomolécules en question. Donc le dispositif, c'est une serre régionale d'application. Je veux bien la suite. Donc j'ai contacté Madame Cécile André, et ce qui était chouette, c'est qu'elle m'a accompagné durant toute la montée du projet. On verra après comment se sont passées les différentes étapes. Donc la suite. Donc finalement, ce projet qui était très local, je l'ai vécu avec un accompagnement en fil de l'eau. Bon, en termes de complexité, il fallait quand même travailler, donc il y avait un minimum de 40 de pages à écrire, mais c'est tout aussi compliqué que rédiger une ANR finalement. On a réussi à obtenir une thèse CIFRE, pour une question scientifique qui était mature, qui était déjà portée par la société de bioproduction. Et puis j'ai réussi à avoir un accompagnement sur 4 ans, donc au bout d'1 an d'aller-retour et d'accompagnement vraiment personnalisé avec la personne responsable de ce dispositif. On a eu une acceptation du projet de chaire d'application, un financement à hauteur de 200 000 €. Et puis au fur et à mesure en fait, qu'on discutait, j'ai découvert qu'il existait un autre dispositif d'accompagnement qui s'appelait la thèse Tandem. Alors tandem, ça veut dire associé à une personne qui a déjà un dispositif CIFRE. Donc le CIFRE, vous le connaissez tous, je ne rentre pas dans le détail. Ce qui est intéressant ici, c'est le tandem au sein de la chaire. Donc j'ai posé la question, mais est-ce que c'est éligible, même si vous me financez déjà une chaire d'application? On m'a répondu oui, c'est fait pour. Super, la suite. Donc j'ai pas eu un vélo, hein. On continue. Donc j'ai toujours à la région, toujours avec les mêmes contacts. Donc là, on a décidé de postuler pour un projet tandem associé au projet CIFRE. Et là, d'entrée de jeu, j'ai réussi à obtenir une demi-bourse financée par la région, de l'accompagnement pour le fonctionnement à ma thèse tandem. Il me restait à trouver le candidat et la demi-bourse et les demi-financements complémentaires. Et cette thèse tandem était purement pour le ressourcement scientifique. Donc j'avais ma question propre qui était EPS, bioproduction, qui intéressait les industriels. Et de l'autre côté, moi je me posais la question, mais comment ça marche? Comment je peux optimiser leur production? Quels sont les mécanismes sous-jacents? C'est ce qui est porté en fait par la thèse tandem. Donc la suite. Donc du coup, ce financement très local, j'avais 24 mois pour déposer le dossier après le début de la CIFRE. Là, l'université m'a aidé avec la DRPI. J'ai pu compléter tout ça avec un financement MESR. Et j'ai réussi donc à obtenir à l'issue de l'audition le candidat avec la bourse complète. Parallèlement à ça, je me dépêche parce que sinon je vais dépasser. J'ai dépassé. On a réussi à obtenir, toujours en local, via un RFI, un postdoc pour accompagner l'élément. Donc à la fin, on a obtenu tous ces budgets. Et puis je me suis retrouvé avec un montant global de financement, un financement, alors non pas offensif, j'ai bien la suite, mais évolutif de 383 000 €. Donc finalement, si on peut avancer, voilà. Juste pour rappeler un petit peu la façon dont ça s'est présenté, entre 2020 et 2022,
Je suis passé d'une thèse CIFRE à une thèse CIFRE plus une thèse tandem, plus un postdoc, et puis si on associe l'ensemble, je veux bien la suite, on est passé finalement de 220 000 à 380 000 euros. Donc j'aime pas trop parler de chiffres, mais tout ça, ça s'est fait en local, tout ça, ça s'est fait avec un accompagnement, une réflexion. Alors j'ai pas écrit les bonnes choses dès le départ, on m'a corrigé, on m'a accompagné, et ce qui a permis finalement, à la fin, je veux bien la suite, d'obtenir finalement un financement local sur une problématique locale, et je vais m'arrêter tout de suite, Antonietta, avec quelque chose qui était supérieur à une ANR. Mais un taux de succès beaucoup plus important dans la mesure où j'étais accompagné et j'étais vraiment piloté. Donc ça, c'était super important. Et puis voilà, j'arrive en conclusion. Finalement, j'ai trouvé que cet accompagnement régional, local correspondait vraiment à un accompagnement personnalisé. Le point complexe, c'est que c'était un petit peu nouveau. Donc j'ai essuyé les plâtres et je continue encore à les essuyer parce qu'on n'a toujours pas validé l'accord de consortium avec les différents partenaires. C'est encore compliqué. La temporalité, elle est complexe pour les administratifs qui nous aident à faire la gestion. Voilà le genre de questions auxquelles je suis constamment exposé. C'est presque un traumatisme. Quel ETP, quel NDA, on ne comprend pas le consortium, qui dépense quoi. Parfois, ça dépasse mes compétences. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve. Et puis voilà, je voulais m'arrêter là. C'était juste pour partager cette expérience. Merci beaucoup. Donc je rappelle juste 10 minutes. Je ferai signe à 2 minutes. Parce que Olivier, j'ai oublié de lui dire que je faisais signe. C'est pas grave. Respectez pour qu'on puisse aller manger dans les temps. Alors, je vais maintenant vous parler d'une formation qui est considérée comme une innovation sociale. Si on reprend la définition du laboratoire CRISE, nos collègues québécois, qui sont reconnus comme étant au top au niveau des innovations sociales, c'est une réponse à une demande sociale de l'environnement, réponse apportée soit par des institutions, soit par des initiatives citoyennes ou autres organisations. Donc à l'IUT de Metz, après avoir expérimenté moi, dans les années 2010 au niveau associatif privé, la sociocratie, une méthode de gouvernance partagée, participative, je préfère, réellement participative, et la communication non violente, qui est une méthode de relation interpersonnelle qui m'a vraiment étonnée dans le milieu associatif. Je voyais la mobilisation des bénévoles qui ne comptaient pas leur temps, qui repartaient après une journée de travail, qui mettaient du temps. Je me suis dit, et si on faisait une formation avec ça? Donc, on a créé une formation professionnelle, 10 jours de formation, 5 modules de 2 jours. Je fais simple, il y a des aménagements possibles quand on a des demandes en intra, d'organisation professionnelle donnée, et de l'accompagnement à l'implantation de ces méthodes au sein d'un service ou d'une entreprise totale. On a par exemple un centre de formation, de recherche, de consultation en psychologie qui est leader au niveau national, qui est implanté à l'Université de Lorraine, qui a formé tout son staff depuis la direction jusqu'au personnel administratif. On a une association qui travaille sur la sensibilisation à l'environnement auprès des élus, en Bourgogne-Franche-Comté, etc., dans l'industrie, sur des secteurs très différenciés. Et puis, bien sûr, une reconnaissance par France Compétences qui va faciliter, puisqu'on est inscrit au registre spécifique, faciliter au niveau du financement pour les demandeurs d'emploi éventuellement, mais aussi pour les OPCO. C'est un label, l'inscription au registre spécifique qui va faciliter le recrutement. Et puis derrière aussi, grâce au processus d'évaluation, nous permettre d'avoir des retours régulièrement sur la formation et la faire évoluer. Donc elle a été créée en 2016. Dans cette présentation, je présente 4 étapes. L'accroissement des risques psychosociaux, puisque l'argumentaire principal, c'est le bien-être au travail, qui va justifier d'aller chercher au niveau des réponses organisationnelles, mais aussi interpersonnelles. Donc l'accroissement des risques psychosociaux, je passerai rapidement avec quelques chiffres. Une formation innovante dont j'ai commencé à parler et que je développerai, la méthode de collecte et de traitement des données, et enfin des résultats. Alors l'accroissement des risques psychosociaux, j'aimerais bien savoir là, est-ce que ici dans la salle il y a des personnes qui sont ou qui connaissent des personnes qui sont personnellement exposées à des volumes de travail au-delà de ceux que vous le souhaiteriez? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont concernées ou qui connaissent des personnes concernées? Merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont concernées par un souhait d'autonomie
encore plus importantes pour prendre les décisions qui les concernent dans leur travail ou qui connaissent des personnes concernées par ce besoin d'autonomie. Bon, c'est un peu moins significatif, voilà. Mais voilà. Et est-ce que vous connaissez des personnes dans votre environnement ou vous-même, des personnes qui sont à des seuils au-delà du supportable et qui peuvent être amenées à prendre du café en dose supérieure à ce qui serait supportable pour l'organisme, j'entends, hein, et l'impact que ça peut avoir. Café, alors les indicateurs, c'est aussi consommation de substances médicamenteuses ou non médicamenteuses et illicites. Donc, est-ce que vous connaissez des personnes dans votre environnement qui ont recours à ces produits pour faire face aux exigences du travail? Bon, café, bah oui, voilà. Hein. Moi, j'aurais pu lever la main pratiquement à toutes les étapes. L'enquête nationale sur les conditions de travail montre qu'on a un quart des salariés qui sont pas exposés, ou très peu. Tout le reste, on a des personnes qui sont exposées. Donc 3/4 de la population active est exposée à ces risques. Les données ont été centrées réduites de manière à voir que les valeurs qui sont supérieures à 0 sont significatives, sont en tout cas au-dessus de la moyenne. On a travaillé avec, l'enquête nationale travaille sur cet indicateur et on voit que dans la fonction publique, ici, hein, que ce soit la territoriale ou nationale ou hospitalière, de fortes exigences émotionnelles, ici, qui se distinguent clairement dans la fonction hospitalière, mais aussi dans la fonction d'État, dès lors qu'on a du personnel frontalier en contact avec des usagers qui ne sont pas toujours satisfaits des services fournis par l'employeur national. Et dans le privé, on voit se dégager clairement un manque d'autonomie qui va impacter la qualité du travail fourni et amener soit différentes figures d'identification au travail, le retrait, le désengagement, voire un désengagement néfaste au niveau des coûts cachés sur la performance. Donc, l'hypothèse, c'est de combiner une approche organisationnelle et une approche relationnelle pour voir si on a des effets sur la réduction des RPS. Les caractéristiques, très rapidement, on pourra en reparler s'il y avait des questions plus tard. La sociocratie ou gouvernance participative. Alors, en management, on a depuis les années 70 les mouvements autogérés, des recherches, même 60, Tavistock Institute, etc., des recherches pour donner plus de pouvoir aux personnes, puisque la question, c'est l'empowerment, pour libérer les différents niveaux de contrôle qui ont un coût significatif. Les contrôlants coûtent cher. Donc, libérons le travail, pour reprendre des tendances très à la mode, de libérer le travail. Mais elle était conceptualisée par Gérard Hindenburg dès les années 70, cette méthode de gouvernance participative. Donc, auto-organisation, le moins de contrôle possible, une approche systémique, où on veut aller, quel résultat attendu, comment on y va et comment on évalue, pour qu'il y ait une dynamique d'évaluation et d'évolution. Et des dispositifs qui favorisent des relations d'équivalence. Cette question des rapports de pouvoir, le pouvoir du chef, de dire tu peux faire, tu peux pas faire, ou des institutions qui sélectionnent les dossiers, qui vont nous donner de l'argent après pour travailler ou pas. Donc là, elles sont mises le temps des cercles, parce qu'une illusion, ce serait de croire qu'on peut discuter de tout et tout le temps. Et là, on fait que de la réunionnite et rien n'avance. Mais par contre, il y a des espaces discursifs. Hier, on avait une communication sur la gire communicationnelle. Donc, on a des espaces discursifs qui vont permettre, le temps de ces espaces discursifs, de mettre à plat les relations. Mais aussi un impact au niveau organisationnel. Et ça, dans mes travaux de recherche, puisque je vous ai parlé du volet formation, c'est articulé depuis les années 2010. Je m'intéresse à ces méthodes participatives dans le cadre de mes travaux de recherche. Alors, deuxième volet qu'on mobilise dans la formation de 10 jours, c'est la communication non violente. Initiée par Marshall Rosenberg dans les années 60-70, c'est un élève de Carl Rogers, donc la psychopositive, qui va chercher à développer l'art de la relation inter-individuelle, c'est-à-dire de soi à soi, voir à quel moment on se fait violence. À quel moment cette violence va impacter sur les autres. Mais moi, je bosse jusqu'à 8 heures ce soir. Tu pourrais faire pareil, quoi. À nos doctorants ou aux collègues. Enfin, c'est pas toujours dit comme ça, mais il y a différentes manières d'exprimer ou de ne pas exprimer, mais de faire valoir des comportements attendus dans les résultats du travail. Donc, l'art de la relation individuelle, inter-individuelle, qui repose sur l'auto-empathie, la capacité à mettre de la conscience, de la clarté, pour prendre soin, ce care. Le prendre soin, ça commence par soi, savoir poser des limites, ou les dépasser et savoir les conséquences que ça a aussi. Parce que bien sûr, quand je suis au taquet pour rendre un appel à projet, je vais y rester peut-être jusqu'à 11h ou 2h du mat, mais ça part parce que c'est la deadline.
Mais si c'est toujours, comme Christophe Dejour le souligne, si c'est tous les jours que ça se répète, qu'on ne voit pas d'issue à la souffrance, là, enfin, pas d'issue au problème, là, on rentre dans la souffrance. Alors, quand on voit l'issue, c'est la jouissance, quoi. Ouais, j'ai travaillé jusqu'à 2h du matin. Yes, je l'ai eu, je n'ai pas fait ça pour rien. Vous voyez, la différence, c'est la souffrance, c'est quand je ne vois pas d'issue. Donc, l'expression authentique, l'écoute et le dialogue. Alors, quels sont les résultats? Et rapidement, la méthodo. Alors, j'ai repris les 6 dimensions de RPS, de l'étude nationale, avec 6 compétences qui ont été déposées dans l'argumentaire pour France Compétences, répondant théoriquement aux dimensions de RPS. À partir de cette grille d'analyse, on peut développer une méthode Canty et Cali. Canty, je passe rapidement, on est en phase plutôt expérimentale, donc je vais développer un peu les organisations, donc différents types d'activités professionnelles, du tourisme à la recherche, l'aide sociale, la fonction publique, l'industrie. 127 témoignages de stagiaires en cours et post-formation pour mesurer s'il y a stabilité dans le temps des acquis, parce qu'après une formation, vous savez, l'effet euphorie, mais après, qu'est-ce qui se passe ? Un suivi longitudinal de 3 organisations, 6 entretiens en profondeur, semi-directifs avec une trame, et de la participation observante, comme je le disais, depuis 2010, et donc un traitement métamatrice et matrice ordonnée, Huberman, Miles. Donc voilà, en gros, la trame d'analyse avec des intitulés de variables et les compétences attendues. Les résultats, je vais vous montrer quelques verbatims, autrement dit, des verbatims clés qui illustrent les résultats en ce qui concerne la réponse aux exigences du travail et des compétences à organiser un travail, à gérer le changement, parce que qui dit organiser le travail, si c'est au sein d'un labo, au sein d'une équipe ou au sein de tout un établissement, ce n'est pas les mêmes changements dans le temps qu'il faut penser. Donc, une citation clé, les individus ont fait place à un vrai collectif. Autrement dit, au lieu d'avoir des individus isolés, il y a quelque chose qui se passe et on est surtout plus efficace et plus productif par cette coopération. Parce que les neurosciences nous le disent, l'être humain est équipé pour de la coopération. Deuxième type de résultat, on a sur les exigences émotionnelles, vous vous rappelez, c'est une dimension très forte dans les sources de RPS, et bien on a des compétences en intelligence relationnelle. Je fais le lien avec d'autres communications qu'on a pu hier entendre. Et bien, des personnes qui ne réussissent pas à s'affirmer parce qu'elles n'ont pas le statut lié et la compétence, ont pris progressivement confiance dans le fait de pouvoir dire avec leurs mots, avec leur registre cognitif, dire ce qu'elles pensaient sur le travail, comment pourrait-il évoluer. C'est plus facile à obtenir, donc un consensus mutuel, qui n'est pas tout le monde est d'accord, mais je peux dire non à un moment donné. Et ça va être OK. Dès lors que c'est argumenté, ce non. Je ne suis pas d'accord parce que... Au niveau de l'autonomie, on a une montée en autonomie par l'auto-organisation de l'équipe. Tout ce qui est de la sphère et du périmètre de l'équipe peut être délégué au sein de l'équipe. Alors ça suppose que la hiérarchie valide cette délégation d'autonomie. Ensuite, les conflits de valeurs au niveau éthique, je fais un travail qui n'est pas éthique, je fais des mesures sur quelque chose, quelle instrumentalisation, etc. Ça a du sens ce que je fais, etc. Donc, les réponses sont obtenues au niveau du fait de mettre à plat où on va, comment on va, quelle est la finalité sociale du travail réalisé, et donc des décisions qui prennent en compte la réalité des différences des membres de l'équipe concernée. Et enfin, pour conclure, on a une contribution au développement de l'autonomie. On a par ailleurs plus de pouvoir d'agir, ce pouvoir qui libère, parce que sous le pied, on en garde bien souvent. Les individus pourraient aller plus loin s'il y avait cette possibilité-là d'aller plus loin. La gestion des relations et la coopération dans le collectif. Donc ça semble peut-être angélique. Pour l'instant, en tout cas, c'est les données sur un échantillon assez réduit de personnes, d'où l'idée, pour l'instant en tout cas, une réduction du risque des RPS, donc démonstration en cours plutôt encourageante, et donc qui vont dans le sens d'une innovation sociale. Comme toute étude, des limites et des perspectives. Au titre des limites, une partie de la collecte est impactée peut-être par la période Covid, qui pourrait biaiser une partie des données, donc, même si on a commencé en 2016. Donc il y a quand même un recul. Le statut de formatrice et enquêtrice, est-ce que j'ai la même casquette? Est-ce qu'il y a, même si je pose les choses, est-ce qu'il y a un risque de désirabilité sociale? Tu as fait la formation? Ouais, je trouve c'est super ta formation. Même si cette précaution-là est quand même posée, où j'encourage la distance critique pour faire évoluer le processus.
ce serait une perspective, et je termine là-dessus, pourquoi pas développer au sein d'un réseau des IUT cette formation, puisque maintenant on a l'agrément pour 5 ans par France Compétences, et développer avec des antennes dans le reste de la France cette formation. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère pas trop avoir dépassé. Presque 5 minutes de plus. Merci David, je vous laisse. Merci beaucoup. Encore une fois, je suis désolée, j'insiste sur l'heure, mais sinon on aura notre public qui ne pourra pas poser de questions. Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, merci de me permettre de présenter nos travaux. Moi, je m'appelle David Duché, je suis maître de conférence à l'Université d'Aix-Marseille et je vais présenter des travaux qui concernent le développement d'un système de géolocalisation innovant, tout optique, sans GPS, et ici, comment essayer de voir s'il y a des applications pour les véhicules autonomes utilisés pour le transport logistique. Donc c'est des travaux de recherche qui concernent des travaux interdisciplinaires entre 3 laboratoires d'Aix-Marseille Université. Donc il y a d'abord l'Institut des sciences du mouvement. Donc ce sont des chercheurs qui sont plutôt des roboticiens. Ensuite il y a l'IM2NP dans lequel je travaille, qui est plus spécialisé dans le développement de détecteurs et de capteurs optiques. Et enfin le CRETLOG, ici, qui est plus spécialisé dans le transport et la logistique. On a également 2 départements de l'IUT, le département mesures physiques dans lequel j'enseigne, et également le département gestion de la logistique et des transports dans lequel Laurent Livolzi, qui n'a pas pu venir ici, enseigne. Donc on peut passer à... Merci. Donc vous pouvez voir ici le plan de la présentation. Je commencerai par une brève présentation du contexte, les véhicules autonomes et la logistique. Ensuite, j'essaierai de présenter le fonctionnement de notre système et j'essaierai d'expliquer en quoi ce projet est un projet interdisciplinaire multi-acteurs. Et enfin, je présenterai mes conclusions. Donc, les véhicules autonomes en logistique. Il y a des usages qui ont été identifiés et notamment des usages qui concernent le transport de matériel en logistique. Donc, ça peut être au sein des entrepôts, mais également dans des espaces publics, pour de la livraison au dernier kilomètre, par exemple. Il y a également des besoins qui ont été identifiés. Le premier, c'est trouver des solutions pour réduire la pénibilité du travail, notamment quand on porte des charges lourdes, mais également pour réduire les coûts de transport de ce matériel, par exemple. Il y a également des enjeux industriels majeurs. Donc on va essayer d'y répondre et pour l'instant nous on est au stade de la recherche appliquée ou du développement expérimental, mais en tout cas on est à un niveau de maturité technologique qui est plutôt bas. Alors qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye d'avoir un système qui nous permet de nous géolocaliser sur la Terre sans utiliser de satellite ni le GPS. Donc le but ici c'est d'utiliser de la lumière, donc c'est de l'optique, et d'utiliser la lumière qui provient du ciel et qui provient du soleil. Donc ça permet d'avoir une redondance de localisation pour avoir des systèmes qui sont plus robustes dans le cas où le GPS n'est pas accessible. On a un système qui est passif, donc on n'utilise pas trop d'énergie. Et il offre l'avantage peut-être de pouvoir développer des systèmes qui fonctionnent en environnement complexe, qui peuvent être à l'intérieur des bâtiments ou à l'extérieur des bâtiments. Donc dans ce cadre-là, on a eu un financement pour une thèse. Donc c'est un financement inter-école doctorale, avec une cotutelle entre l'IM2NP et l'ISM. Et c'est la thèse de Thomas Conland-Martinet. Donc on a déposé, il y a une demande il y a un dépôt de brevet qui est en cours à la SATT Sud-Est et il y a également une publication qui est en cours de soumission. Alors comment ça marche notre système? C'est une approche bio-inspirée et on s'inspire d'une fourmi, la fourmi Cataglyphis, qui est une fourmi du désert, qui se localise dans le désert sans utiliser de phéromones. Alors pourquoi pas de phéromones? Parce qu'il fait chaud dans le désert, les phéromones s'évaporent et donc on ne peut pas utiliser les phéromones pour baliser une trajectoire. Donc si on peut passer... Donc ici, des chercheurs ont observé les moyens de déplacement de cette fourmi et ils ont vu qu'elle pouvait partir de son nid
pour aller jusqu'à un point. Donc vous pouvez essayer de... Donc là, il y a une animation qui montre que la fourmi peut se déplacer de manière plus ou moins aléatoire et de manière plus ou moins complexe jusqu'à une position. Et ce qui est assez remarquable, c'est qu'elle est capable de revenir en ligne droite jusqu'à son nid. Alors comment fait-elle ça ? Des chercheurs ont étudié son mode de locomotion et ils ont découvert qu'elle utilisait de la lumière qui lui provient du ciel. Et elle capte une propriété de la lumière qu'on appelle polarisation, donc qui donne des caractéristiques à la lumière de la même manière que la couleur donne des caractéristiques à la lumière. Mais nous, on n'est pas capable de l'analyser, de les détecter, mais la fourmi est capable de le faire. Donc à titre d'exemple, ici, vous voyez la vision d'un œil humain normal. Ici, vous voyez la vision de la fourmi en question. Et vous voyez qu'il y a une ligne noire qui apparaît. Et en fait, à partir de cette ligne noire, il est possible de retrouver la position du Soleil et par suite de retrouver notre position sur la Terre. Donc nous, notre but, c'est d'utiliser cette méthode avec des traitements mathématiques plus ou moins complexes pour pouvoir retrouver ce qu'on appelle le nord céleste. Donc ici, vous avez la Terre, elle tourne sur elle-même, sur un axe. Et on est capable de définir un point de cet axe qui est le pôle nord céleste et également le pôle sud céleste. Et notre méthode permet, quand on est sur la Terre, de repérer ce point et ensuite de se géolocaliser. Et donc par la suite, l'idée, ça serait, dans le cadre de la thèse de Thomas Cornon-Martinet, de savoir comment innover et notamment comment équiper des véhicules autonomes, des robots qui peuvent se déplacer. Donc dans ce cadre-là, on s'est tout naturellement tourné vers le Cretlog, qui est spécialiste en transport et logistique. Et l'idée ici, c'était de savoir si notre système de géolocalisation pouvait avoir des applications pour les véhicules autonomes en transport logistique. Et pour cela, on a eu un financement de la commission recherche de l'IUT. Et le but ici, si vous pouvez venir, c'est d'étudier les usages de notre technologie, et notamment pour des véhicules qui évoluent en milieu intérieur. Et pour cela, on a essayé d'expérimenter ça dans le magasin connecté qui a été construit récemment sur notre campus. Dans ce cadre-là, on a également recruté un étudiant en stage, un étudiant de BUT2, pour un stage de 11 semaines. Et le but était tout d'abord de développer un banc de mesure et ensuite de développer un démonstrateur. Donc on peut voir ici le banc de mesure qu'il a développé. Donc tout d'abord, il a développé une lumière artificielle qui est polarisée. Donc on a une lampe normale, on a un filtre polarisant et ça nous fait une lumière polarisée, artificielle polarisée. Ensuite, on a un détecteur que vous voyez ici, et ça, ce détecteur, il est développé à l'IM2NP et permet d'analyser les caractéristiques de polarisation de la lumière qu'il reçoit. Donc on peut voir ici l'exemple d'une mesure. En fait, on fait une mesure de tension. Ici, vous avez la tension sur l'axe des ordonnées. Sur l'axe des abscisses, vous avez un angle. Et on mesure une tension en fonction d'un angle. Et on arrive à détecter un minimum qui nous donne une caractéristique qu'on appelle la direction de polarisation de la lumière. Et nous, c'est là-dedans qu'on va essayer d'encoder de l'information, à partir de cette direction de polarisation. Donc si on peut passer à la diapositive suivante. Donc ici, si on peut passer les deux en même temps. Donc le but du travail de ce stagiaire était d'analyser la possibilité d'obtenir un quadrillage dans un magasin en intérieur en mettant des spots lumineux un peu partout. Et quand notre robot passe en dessous de cette lampe, il analyse, il repère une direction de polarisation et on arrive à encoder un ordre en fonction de la polarisation qui est mesurée. Donc on voit le robot là qui se déplace. Pour l'instant, bon, c'est un petit démonstrateur et une preuve de concept. Mais on va voir qu'il va s'arrêter en dessous de la lampe. Il va analyser les propriétés de polarisation de la lampe et il va avoir un ordre. On va lui donner un ordre et ça va être de tourner. Donc le but, c'est de faire ça dans tout le magasin, de quadriller avec des spots et de permettre aux véhicules de pouvoir se déplacer. Donc où on en est aujourd'hui au niveau technologique? Je vous ai dit qu'on a été à une maturation plutôt basse. Et en fait, ça s'évalue avec une échelle qu'on appelle TRL, qui évalue la maturité technologique. Donc nous, on en est à une échelle de 3 avec une validation du concept. Et donc dans une vision traditionnelle de la recherche, on a une vision séquencée. Donc on démarre de principes basiques, comme je vous l'ai montré, on formule un concept, on valide un concept, et ensuite, petit à petit, on essaie d'aller vers un prototype pour ensuite discuter avec des industriels. Et nous pensons que cette vision est un peu limitée parce que une vision globale des innovations, avec une réflexion sur les usages
de notre technologie pourrait peut-être permettre de mieux s'adapter aux industriels et ensuite d'optimiser le transfert technologique. Donc on part du constat d'un manque d'alignement entre innovation et usage, et on pense qu'une démarche interdisciplinaire depuis le départ doit améliorer la diffusion des innovations réalisées. Donc on a la volonté de mobiliser tous les acteurs, les entreprises, productrices et utilisatrices, mais également les centres de recherche, et l'État et les collectivités territoriales. Et on veut utiliser les bâtiments universitaires comme lieu d'expérimentation et d'usage, et notamment, j'en ai déjà parlé, le magasin connecté qui a été développé au sein du campus. Mais pourquoi pas un entrepôt connecté, mais c'est aujourd'hui encore à l'état de projet. Et vers quoi on voudrait aller? On voudrait associer les travaux de thèse de Thomas Crolland-Martinet, les travaux qui ont été initiés dans le cadre de l'IUT, pour essayer d'aller vers une unique technologie qui permettrait d'avoir des véhicules qui peuvent à la fois évoluer en extérieur, à partir de la lumière du soleil, mais en intérieur aussi, avec de la lumière polarisée artificiellement. Donc ça, c'est un peu la suite de nos travaux, et il existe encore des verrous qu'on doit lever pour ça. On est déjà en discussion avec une société que ça intéresse, et pour elle développe des véhicules autonomes, et ça pourrait l'intéresser pour de l'aide à la personne, de la livraison au dernier kilomètre, et pourquoi pas de la logistique dans un magasin ou un entrepôt. Donc je vais passer aux conclusions maintenant, et présenter peut-être les atouts et peut-être les difficultés également de notre approche. Alors, le premier atout, c'est un effort d'essayer de lever les incertitudes sur les technologies développées. Ce que je veux dire par là, c'est identifier les réels apports. Donc on a une technologie, mais on ne va pas forcer les entreprises à utiliser notre technologie, et il faut identifier les réels apports de notre technologie, et notamment par rapport aux technologies qui sont déjà existantes. Ensuite, il y a des difficultés. Fédérer les acteurs publics et privés, diversement intéressés selon les stades d'innovation, et intéressés de manière différente sur la valorisation des résultats. Typiquement, un chercheur, il veut publier. Une entreprise, elle veut vendre des produits. C'est pas toujours en adéquation. Et la dernière difficulté, c'est de penser ce business model sur l'ensemble du projet, même si on part d'une notion qui est plutôt amont, et afin d'optimiser le transfert technologique et améliorer le taux de réussite. Je vous remercie pour votre attention. Bien. Bonjour, chers collègues. Je suis Harry Ramena, du département de mesures physiques de l'IUT de Metz. Et j'appartiens donc à l'Université de Lorraine, et j'appartiens aussi au laboratoire de Elcoms à Metz. Je vais vous présenter aujourd'hui la plateforme Green. La plateforme Green ne veut pas dire la couleur verte. Elle veut dire simplement gestion de ressources énergétiques et énergies nouvelles, qui est en lien avec une licence professionnelle que j'ai mis en place aussi dans ce département. J'avais imaginé de créer cette structure qui était dédiée à la formation, recherche et transfert de compétences, qui a été financée par pas mal d'entreprises, 600 entreprises, parce qu'on est dans le Grand Est de la France. On a les pays frontaliers, on a la chance de travailler avec les entreprises au Luxembourg, en Allemagne, un peu plus loin, en Belgique. Et ça a été créé en 2009. Je l'avais imaginé après mon départ de Strasbourg pour arriver à Metz. J'ai créé cette structure en 2009 et a été inauguré en 2011. Évidemment, il a été aussi financé par l'IUT de Metz à travers de l'Université de Lorraine et les collectivités. Deux diapositives, s'il vous plaît. Alors, l'objectif était de créer une structure où on a des multisources, et chaque multisource avait des capteurs associés. L'objectif est d'aller de modéliser vers les smart cities, smart buildings. Vous avez ici une salle de supervision où on réceptionne l'ensemble de ces données des technologies installées par l'extérieur. Et aujourd'hui, il n'est pas question que je vous présente l'ensemble de ces choses. Je vais simplement vous présenter quelques technologies où on a commencé à modéliser certaines retombées. Alors, par exemple, vous avez ici la salle de supervision où vous avez un ensemble d'ordinateurs. Chaque ordinateur a un logiciel spécifique pour les capteurs, pour réceptionner les données, pour les logiciels de production photovoltaïque, éolienne, dans l'ensemble qui peut aider pour la formation et aussi pour les industriels.
Dans le cadre de la production photovoltaïque, nous avons des panneaux monocristallins, polycristallins et amorphes qui nous permettent d'aller modéliser. Il n'est pas question aujourd'hui que je vous montre la partie de mes recherches, mais j'ai réussi à modéliser, à montrer qu'il y a un nouveau modèle qu'on peut mettre en place pour estimer la production photovoltaïque à travers le modèle de Johansen, qui est un modèle statistique dont je vais vous en parler légèrement à la fin. Comme je vous avais dit, il n'est pas question de développer toute la partie recherche. Nous avons aussi un micro-éolien où j'utilise le modèle de Weibull, qui est connu pour le modèle, en tout cas dans les modèles éoliennes dans le rural. Ici, je l'utilise dans le domaine urbain, parce que là, l'éolienne se trouve au niveau des départements de mesure physique et il y a plein d'obstacles qu'il y a autour. Nous avons la pompe à chaleur. Alors chaque fois, on a un partenaire industriel qui nous permet de financer les recherches qu'on va mener dans la suite. Ici, nous avons Stiebel Eltron qui nous accompagne au niveau d'une pompe à chaleur qui alimente une salle en plancher chauffant que vous voyez ici, qui est dédiée à 2 niveaux sur lequel on a mis le carrelage et la partie plancher. Les panneaux solaires thermiques, il y a différentes sortes qui sont orientés non pas sud, mais j'ai démontré qu'il faut les mettre du côté est ou sud-est, avec le partenaire de Viessmann, toujours dans le côté est de la France. Nous avons aussi les piles à combustible, dans lesquelles je modélise le rendement d'un véhicule qui circule sur 1 heure, où il accélère, il décélère, vitesse constante, ce qui va nous permettre d'aller déterminer tous les rendements thermiques, électriques, et consommation d'hydrogène, production de l'eau, et ainsi de suite. Et ici, nous avons une enceinte climatique. L'enceinte climatique peut jouer ici le rôle, vous avez à l'intérieur, ça joue le rôle d'une maison. On a juste la température et l'humidité. Et sur le côté, vous voyez ici, on a une ouverture où on pouvait mettre les capteurs. Dans ce cas-là, je pourrais caractériser l'ensemble des matériaux du bâtiment, comme vous pouvez voir de l'autre côté. Nous avons tous les bâtiments, que ce soit du polystyrène, du béton, de l'agglo et des compositions de ces matériaux. Alors récemment, j'ai trouvé un nouveau matériau qu'on peut injecter dans le béton, qui va nous permettre. Alors, cette fois-ci, j'ai utilisé l'intérieur de l'enceinte climatique comme si c'est à l'extérieur, où un mur est exposé pendant 6 heures, par des périodes de 6 heures. On voit que la température en bleu ici, c'est comme si le mur a été exposé pendant 6 heures, donc la température du mur peut monter 45 à 50 degrés. Et ensuite, quand le soleil tourne, la température baisse. Et quand on est la partie rouge, on mesure simplement la température à l'intérieur de la maison. Et là, on constate que la température reste quasiment à 25 degrés, ce qui va nous permettre d'éliminer au fur et à mesure l'utilisation de la clim. Sachant qu'avec ce matériau, j'ai associé aussi le matériau à changement de phase. Alors, c'était en gros un petit peu rapidement comment se présente cette plateforme. Pour vous donner un petit peu le bilan, depuis la création, donc cette plateforme a été utilisée pour former les étudiants en licence professionnelle jusqu'aux écoles d'ingénieurs, en passant par les différentes formations master. J'ai aussi mis en place un master au niveau de la fac de sciences de l'UFR CIFA à Metz, donc qui s'appelle la spécialité mine et ensuite e-mine. Mine veut dire mesure énergétique pour les énergies nouvelles. Et la partie I qui est devant, à partir de 2018, c'était pour la partie intelligence. Donc, nous voyons, peut-être que j'ai... Voilà. Et depuis, donc ça a permis d'accueillir aussi pour les stages longs, les différentes formations. Et depuis la création du BUT, c'est ouvert donc au parcours de MAE. Alors, qu'est-ce que m'a apporté la plateforme au niveau de la recherche ? J'ai été co-directeur de 4 thèses, dont 3 thèses CIF. C'est pour vous montrer la collaboration qu'on a été amené à faire avec l'ensemble des entreprises. Une thèse qui est en cours actuellement avec l'Université de La Réunion, Energy Lab, donc M. Fanchette qui est là, qui va soutenir sa thèse. C'est une thèse FEDER en 2023. Il est venu, il a utilisé les données de la plateforme. Il a passé quelques temps aussi sur la plateforme. Ses travaux vont continuer avec une thèse qui est en cours avec l'Université de Maurice, la thèse de M. Koya, qui vient de démarrer sa thèse en 2022. Et j'ai eu l'occasion d'accueillir, cette plateforme a eu l'occasion d'accueillir des stages doctorants, post-doctorants, à la fois des universités au niveau des laboratoires au niveau de l'Université de Lorraine et une
l'Université internationale de Rabat au Maroc, l'Université de Annaba en Algérie. Et j'ai aussi eu l'occasion d'accueillir les étudiants de master en Texas, aux États-Unis. Et après le congrès, j'irai à Maurice pour établir des coopérations avec l'Université de Maurice et Mascareignes pour accueillir les doctorants à partir de 2024. La valorisation de la recherche au niveau de cette plateforme m'a permis d'avoir plusieurs dizaines d'articles de conférences nationales et internationales et un brevet sur les batteries en 2014 à travers une thèse CIFRE avec le Nobel plastique sur les batteries de voitures. Et comme la plateforme est maintenant, on veut continuer à développer cette plateforme, on va l'étendre à la création d'une école à Metz qui va être créée l'année prochaine, sur lequel je vais introduire un projet qui s'appelle SMIGEM, ça veut dire Smart Microgrid Energy Management, sur lequel on va installer les panneaux photovoltaïques. Donc, j'ai des industriels qui sont présents. Il y en a un qui va faire l'installation de 100 kW sur la toiture pour pouvoir produire de l'hydrogène. Donc, on va aller vers les nouvelles bornes électriques bidirectionnelles V2X et H2PV, c'est la production d'hydrogène à partir du photovoltaïque. L'objectif de ce projet, c'est de montrer qu'on peut produire de l'hydrogène pour alimenter les voitures à pile à combustible directement, recharger les voitures et montrer que petit à petit, on pourrait se passer du réseau et donc on pourrait faire des installations au niveau des zones qui sont complètement isolées. Au niveau de transfert de compétences, la plateforme a permis donc de former les industriels donc à faire des études thermiques dans les bâtiments, d'utiliser la caméra thermique, des matériaux. Donc j'ai des partenariats avec des fabricants des matériaux dans le bâtiment. Et petit à petit, ce département pourrait venir ensuite faire de la validation ou caractérisation des matériaux. Dans le cadre des jeunes, on a un projet qui s'appelle Projet Tous Chercheurs qui a été financé par la Fondation Bettencourt à la hauteur de 800 000 €. L'objectif ici est d'accueillir les jeunes de terminale pour prendre la statue la posture d'un chercheur et travailler sur un projet qu'ils imaginent les protocoles, l'hypothèse de travail, expérimentent et communiquent leurs résultats. Ils passent 3 jours et ils ont été encadrés par les doctorants et les post-doctorants. Ce projet a obtenu le label SAPS, Science avec et pour la société du ministère. C'est le seul projet au niveau de l'Université de Lorraine. Le projet est à l'origine aussi de la loi 478 dans la LPR 2021 pour la partie sciences et société. J'ai eu aussi la possibilité donc d'accueillir les visiteurs. Il est systématiquement visité et j'ai eu l'occasion d'accueillir l'ambassadeur, son Excellence, l'ambassadeur de l'Inde. Dans le cadre voilà la liste des publications ces 4 dernières années. Les plus intéressantes, ce sont les deux premières, car elles sont les plus récentes. Je voulais pas parler de ma recherche, mais les 2 premiers, simplement pour vous donner une petite idée de quoi ça parle. C'est simplement que j'ai mis en place 2 modèles. Là, au début, j'avais commencé par le modèle de Engel & Granger, ce sont des modèles qui sont basés sur les séries temporelles, qui permettent de faire l'estimation de la production photovoltaïque. Comme ce modèle n'était pas assez robuste, on est passé sur un autre modèle dans lequel je pourrais injecter plusieurs paramètres environnementaux, température, humidité, ensoleillement bien sûr, et je suis allé sur le modèle de Johansen, et ce modèle de Johansen nous a permis d'appliquer ce modèle sur des données qui ont été appliquées d'abord à La Réunion et ensuite à l'île Maurice, et ce modèle permet de montrer la production à court terme, c'est-à-dire de production photovoltaïque entre 1 heure et 15 minutes. Et pour la prochaine étape, donc, on doit aller approfondir cette méthode, c'est d'aller vers la partie machine learning et deep learning. Donc tout ça, je ne voulais pas en parler, développer ça ici, mais simplement pour vous dire, j'en ai fini. Voilà la liste des entreprises qui nous ont permis de construire cette plateforme depuis le début. Mais il y a 600 entreprises qui attendent derrière. Merci. Je vais prendre le micro. Il nous reste une petite demi-heure pour la partie échange. Donc, ce que je vous propose, Oui, pardon. Il y a la présentation, je crois, de Mathieu David d'abord. Il y en a une qui s'est rajoutée. Eh bien, en piste, alors tout de suite, qu'on ne perde pas de temps. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, le temps que le PowerPoint arrive, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Mathieu David, je suis le directeur du laboratoire Piment, donc, qui est à l'Université de La Réunion. Donc, même si aujourd'hui je suis
plu à l'IUT. Je sais que j'y ai fait ma thèse. J'ai même été à TER 2 ans à l'IUT donc, de La Réunion. Et même le laboratoire Piment, je pense qu'une grosse partie de son origine vient de l'IUT, même si aujourd'hui on est aussi associé à pas mal de composantes de l'université. Alors, je ne sais pas si... Ça arrive, oui, il est un peu lourd. Voilà. Super, merci beaucoup. Jérôme. Voilà, donc on est un laboratoire, donc on est une unité de recherche, une unité propre de l'université de La Réunion. On va passer directement à la deuxième diapositive. Donc en bref, un piment, bien sûr, c'est un mot très local. Je pense que vous avez tous dû goûter le piment depuis que vous êtes arrivés, mais ça a une vraie signification. C'est-à-dire que c'est un acronyme un peu tiré par les cheveux, je vous l'accorde, mais qui veut dire laboratoire de physique et ingénierie mathématique pour l'énergie, l'environnement et le bâtiment. Donc où en fait, il a été créé en 2010 de la fusion de deux équipes, une équipe donc qui s'appelait laboratoire de physique du bâtiment et des systèmes et une équipe de mathématiciens. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve maintenant de l'énergie, du bâtiment et aussi des mathématiques à l'intérieur. Mais on a quand même le fil directeur, en tout cas de la recherche qui est menée. Donc c'est la transition énergétique avec deux spécificités qui sont liées à notre contexte, la zone intertropicale et aussi les zones interconnectées. Tout simplement, la Réunion, on n'a pas de câble qui nous emmène vers les continents à proximité. Donc on est obligé de produire toute notre énergie, en tout cas l'électricité, localement. C'est principalement un problème électrique. Voilà, donc j'ai mis quelques mots-clés ou informations un peu en vrac. Donc on est aujourd'hui environ 75 membres, avec une trentaine d'enseignants-chercheurs, à peu près autant de doctorants. Voilà, quelques post-docs, quelques personnels d'appui à la recherche et des chercheurs associés. On fait de la recherche, donc tout à l'heure je vais marquer fondamentale, moi j'appelle plutôt amont, on va faire de la recherche amont et appliquée. On est un laboratoire donc, qui fait plutôt du système, c'est-à-dire qu'on n'est pas un laboratoire qui travaillons sur les processus physiques, mais plutôt sur l'association de ces processus à l'intérieur de systèmes. Voilà, on va faire de l'expérimentation, de la simulation, du prototype, voire même de la démonstration. Tout à l'heure, moi j'étais dans une salle, à la salle Gradini, il y a certaines personnes qui étaient avec moi. C'est un bâtiment justement qui met en pratique tout ce qui a été développé au laboratoire. Donc on a des vrais démonstrateurs, même à l'intérieur de l'Université de La Réunion, sur lequel on travaille, on fait de la recherche, c'est-à-dire que c'est issu de la recherche et on continue de travailler en recherche. Voilà, on a énormément de collaborations industrielles. Je sais qu'on a le nombre de doctorants, là vous en avez 25, on en a 6 ou 7 qui sont en CIFRE, donc on a un très gros volume de tests CIFRE. Donc on a vraiment une très grosse intégration dans le monde industriel. Et voilà, on est souvent assez classé en référence nationale et internationale, surtout dans la zone intertropicale. Donc on est associé, ce que je disais, à plusieurs formations, donc bien sûr l'IUT de La Réunion et le département génie civil et construction durable, et aussi un UFR et une école d'ingénieurs. Passer à la diapo suivante. Voilà, donc on est aussi multisite, on n'est pas que à Saint-Pierre, donc là c'est là où vous étiez. On a aussi donc des gens qui sont au Tampon, on a aussi à Saint-Denis, donc qui sont les 3 principaux sites universitaires de l'Université de La Réunion. Et on a aussi des instrumentations distantes. On en a une à l'Observatoire du Volcan. En fait, ce qui est sympa, c'est qu'on a une instrumentation à 75 mètres, une autre à 550, une autre à 1500, et ça nous fait une ligne de climat différents sur lequel on peut tester le même objet avec différentes conditions climatiques. Et tout ça, vous voyez, entre le bas et le haut, c'est une vingtaine de kilomètres, donc c'est en très peu d'espace. On a aussi un micro-réseau isolé à Mafate, je ne sais pas si vous aurez le temps d'y aller, accessible qu'à pied ou en hélicoptère pour ceux qui veulent mettre la main à la poche. Voilà, et je vais terminer, après on va échanger un peu avec Benoît donc sur les 3 thématiques de recherche du laboratoire. Donc je vais commencer par celle qui est en bas, donc mathématiques et applications. L'objectif c'est de fournir des outils mathématiques pour résoudre les problèmes de la physique qui sont posés par les 2 autres thématiques principalement. Donc voilà, on va retrouver pas mal d'applications, donc je vais plutôt passer directement aux 2 partie un peu plus appliquée. Donc la première, donc efficacité énergétique des espaces bâtis et environnement, c'est tout ce qui est plutôt passif. C'est-à-dire qu'est-ce qui va influencer justement sur les consommations énergétiques ou même la production. C'est l'architecture, les matériaux, l'urbanisme, mais c'est aussi nous, les humains à l'intérieur des bâtiments, le comportement des humains. Donc là, on va vraiment pas être sur des systèmes actifs. Alors que de l'autre côté, énergie durable, cette fois-ci, on va passer sur tout ce qui est système actif qui produisent et qui consomment de l'énergie. Donc on va associer les deux. Bien sûr, on a énormément de projets qui sont transversaux aux deux, parce qu'on va mettre du photovoltaïque sur des bâtiments. Donc obligatoirement, on va traiter les 2 côtés, autant la partie architecture que la partie système producteur ou consommateur. Voilà pour une vue d'ensemble un peu du laboratoire. Après, je voulais un peu parler des expériences de collaboration qu'on a avec la Technopole principalement et qui sont aussi un peu issues de l'UT. Donc on va rester sur cette diapositive. Je n'ai pas préparé d'autres. Et de 2 expériences particulières. Donc une première qui s'appelait une entreprise qui s'appelait RéuniWatt.
sur lequel, quand elle est arrivée, la personne est venue voir la Technopole en première, et en disant, voilà, j'ai un projet. Donc le projet, c'était, il y a maintenant un peu plus de 15 ans, de dire, j'aimerais faire de la prévision à court terme. Donc on a vu le terme juste avant, qui vient d'être présenté, la prévision à court terme du rayonnement solaire et de la production photovoltaïque à quelques minutes, quelques jours, ça n'existe pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc la Technopole est venue nous voir en disant, on a un porteur de projet, on se lance. Et donc on a commencé par une incubation, donc portée par la Technopole, qui a découlé sur une test cifre, qui a ensuite découlé sur un projet financé par l'ADEME, qui a ensuite découlé sur une deuxième test cifre, et des projets européens. Et je crois qu'on vient de clôturer le dernier il y a à peu près un mois, qui était financé par l'Europe et donc même Réuniwatt en fonds propres, qui est aujourd'hui une multinationale. C'est-à-dire qu'ils ont encore le siège à La Réunion, mais ils ont une antenne à Maurice, ils en ont une aux États-Unis, ils en ont une en France. Donc voilà, sur cette thématique de la prévision. Donc on est parti d'un produit très amont. Quand ils sont venus en 2010, c'était environ un peu avant, en 2009, il n'y avait pas de produit sur le marché, c'est quelque chose de très amont. Et aujourd'hui, ils sont dans une diversification de produits. Donc ils sont arrivés, on va dire, des TRL très bas, 2, 3, à maintenant un panel de produits à commercialiser. Donc on a vraiment fait l'intégralité de l'accompagnement scientifique à La Réunion. C'est-à-dire que tous les projets scientifiques qui ont été menés donc en collaboration. Et donc quand il est arrivé, donc en 2010, ça a été fait. La première collaboration était avec l'IUT de La Réunion. La deuxième, c'était donc une entreprise qui s'appelle Greenskin, un peu différent. Cette fois-ci, on avait déjà une structure existante pour Greenskin, et ils voulaient développer un nouveau produit dans leur gamme. Donc c'était tout simplement des parois végétalisées pour les bâtiments. Et ici, à La Réunion, on a le problème, c'est que les normes, ou en tout cas, vous connaissez peut-être la RE 2020 qui est sortie, réglementation énergétique, elle n'est pas applicable pour nous à La Réunion. Donc on a d'autres contraintes. Nous, souvent, ce qu'on essaie de quantifier, c'est la capacité à réduire les rayonnements solaires à rentrer dans les bâtiments. Nous, on n'essaie pas d'avoir du gain, on essaie plutôt de les éviter. Et donc, le problème, c'est qu'il n'existe pas de protocole de test, de normes qui permettent de faire ce genre de choses-là. Ils avaient leurs produits, ils disaient, comment on va le commercialiser pour dire à nos clients, est-ce que ça va apporter du confort au-delà de la purification de l'air par les plantes? Est-ce que ça va réellement apporter du confort dans les espaces? Donc pareil, ils se sont rapprochés de la Technopole. La Technopole est revenue vers nous, vers la plateforme expérimentale qu'on peut retrouver en extérieur à l'UT, donc une de celles qu'on peut voir sur la ligne avec les différentes altitudes. Et on a pu mettre en place sur nos plateformes expérimentales leurs produits et tester et savoir quel était le gain réel que pouvait en attendre un usager à La Réunion. Et donc ils ont développé un brevet et aujourd'hui on est en phase de commercialisation. Je pense que vous les accompagnez encore sur ce niveau-là. Donc ça, c'était plutôt la partie un peu université. Donc la Technopole accompagne, on va dire, pour lancer un peu le projet. Mais en général, après, ça nous permet aussi d'embrayer pour chercher de nouveaux financements à divers comptoirs. Donc, je vais te laisser peut-être un peu prendre la suite sur ces projets. Je pense que tu as été complet. L'objectif, en effet, après, vous connaissez souvent les dispositifs d'incubation, c'est réellement de façonner réellement le parcours scientifique d'un projet, valider les preuves de concept, structurer vraiment aussi l'équipe au départ. Bien sûr, il y a toute la partie accompagnement et c'est notre cœur de métier au niveau de tout ce qui est aspect business model, partenariat, mise en marché. Mais pour le coup, on a tous les projets qui sont soit liés ou issus de la recherche. Et le parcours d'accompagnement de 24 mois qu'on met en place au niveau de l'incubateur va varier. Il n'y a pas un projet qui a le même parcours en fonction des typologies, des degrés de maturité des projets qui nous arrivent aussi. Donc on va l'ajuster en fonction des besoins avec un laboratoire. On a aussi des projets où on a eu des co-adossements, des laboratoires réunions locaux avec les laboratoires hexagonaux. Ça a été le cas d'ailleurs dans des IUT où on a eu un travail qui était fait sur Wello, qui est un cycle, un vélo avec une géométrie un peu particulière, autonome, qui a été présenté au CES et qui a un développement, qui a été aussi accompagné sur un IUT en national et en local aussi avec des acteurs. Et du coup, peut-être pour rebondir et donner un exemple, c'est vrai que ces projets qui sont accompagnés, nous on les accompagne aussi avec d'autres acteurs sur des phases d'accélération, mais l'objectif aussi c'est ce qu'on appelle ici de les mailler avec d'autres projets, ce qui a donné naissance à des actions comme des démonstrateurs physiques qui ont été faits dans ce parking même avec des containers modulaires et des algécos modulaires pour pouvoir présenter des solutions de végétalisation, des solutions d'isolement dans le bâtiment, des solutions aussi de connectivité avec des entreprises qui sont spécialisées dans le domaine du suivi et du pilotage environnemental, des solutions aussi de suivi et de mise en œuvre d'applications de gestion en temps réel de sentier. Donc on a travaillé sur ces thématiques
thématiques de bâti tropical qui sont très importantes, qui font partie du schéma régional de développement économique et d'innovation sur le territoire, comme vous avez dû en entendre parler et voir certaines présentations. Et la Technopole accompagne aussi cette démarche avec un projet qui a été lauréat du programme Investissement à venir France 2030 qui s'appelle Alvéole, qui sera du coup une plateforme d'innovation dédié à l'accélération des innovations dans le domaine et qui permettra aussi de mettre en place des unités démonstratives à l'échelle, permettre réellement de tester post-laboratoire, phase 1, d'avoir aussi un lien avec des industriels, avec des partenaires, notamment les bailleurs, pour aller faciliter le test à l'échelle des solutions et structurer aussi un pôle d'ingénierie réellement spécialisé dans le domaine pour accompagner les jeunes pousses qui ont besoin à post-incubation aussi d'accélérer leur déploiement économique et scientifique. Donc là, bien sûr, on travaille en lien très étroit avec l'université à ce sujet, avec d'autres partenaires. Voilà, c'est un exemple dans une thématique qui est le bâti, qui est une thématique chère parce que sur le parc Tech Sud, on a une concentration d'acteurs qui interviennent sur les problématiques du coup énergétiques, les problématiques du coup, on en a parlé de végétalisation, de nouveaux matériaux. On a récemment, depuis 2 semaines, un nouveau projet qui est adossé au laboratoire Piment sur des matériaux biosourcés. Ça aussi, ça me fait 3 minutes là. 3 minutes 50. Et du coup, ces matériaux biosourcés, c'est un des points qui est réellement important puisque localement, et je en finirai, au niveau national, vous avez connu des problèmes importants suite au Covid d'approvisionnement, d'inflation, de prix. Il faut savoir qu'ici, ces problèmes ont été démultipliés. Des ruptures importantes de matériaux qui font que la crise du bâtiment s'accélère à La Réunion et on doit trouver des alternatives pour construire réellement durablement. Donc maintenant, les projets deviennent intéressants économiquement pour les industriels et il y a des voies qui s'ouvrent pour valoriser nos ressources propres pour construire La Réunion de demain. Et un grand plaisir pour échanger aussi avec vous. Merci beaucoup. Merci à tous. Donc je vais résumer la situation. Donc on est dans un atelier, il va nous rester un petit quart d'heure pour échanger et on va essayer que ce soit le plus profitable possible. Pour resituer un peu tout ça, donc on est dans un atelier recherche, transfert de technologie, innovation. On a eu 5 interventions avec une présentation de plateformes technologiques, présentation de formation, présentation de robots démonstrateurs bio-inspirés, présentation de laboratoires de recherche et présentation de modes d'évolution de modes de financement de la recherche. Je résume très très vite pour vous redonner très rapidement la parole. Ce que je vous propose, c'est tous nos orateurs sont là, donc c'est de lancer les échanges, poser vos questions, partager aussi votre expérience. Il y a des choses qui se rapprochent de ce qui a été évoqué. Ça a été vraiment très très divers. Là, le panel des présentations, on voulait vraiment ratisser large pour le dire comme ça. Donc à vous. Bonjour, j'ai une question qui s'adresse plutôt à la première présentation. Donc, bien d'accord que la partie financière elle est importante dans notre métier et dans ça. Ma question concerne la propriété intellectuelle. Souvent, c'est le deuxième point sur lequel on peut bloquer avec les entreprises. Donc, ma question, c'est dans l'environnement où il y a la région, etc. Comment vous avez résolu ça et est-ce que vous avez confronté à ce problème ? Donc, merci pour la question. Effectivement, ça a été un des points durs de négociation. On a été accompagné par la SAT pour gérer l'accord de consortium, l'accord de pays. Et l'API a été naturellement partagé entre les 2 partenaires industriels avec leur champ disciplinaire. On n'a pas eu trop de problèmes à ce niveau-là parce qu'ils sont réellement complémentaires. Industrie, santé, donc du coup, il n'y a pas de superposition des compétences et pas de superposition des domaines d'application. D'un côté, on a le producteur de produits et de l'autre côté, la personne qui teste l'activité biologique et met en œuvre ce produit. Donc du coup, ça s'est fait assez naturellement. Ça veut dire que vous avez cadré les éventuels brevets qui pourraient être déposés et que tous les acteurs académiques étaient d'accord sur le business model de tout ça ? Ouais. Ok. Il y avait combien d'acteurs économiques ? Quand il y a un seul industriel, c'est plutôt simple. Quand il y en a plusieurs ? Il y en a 2.
On a deux. Un qui est spécialisé justement sur la conservation des cellules souches, donc il y voit un intérêt. Un autre qui est spécialisé sur la production du bioproduit. Donc pour lui, il y voit un nouvel ingrédient à valoriser en santé. Donc du coup, tout le monde Ils ne sont pas en concurrence directe en fait. Absolument pas. Ouais. Ouais. Alors c'était surtout pour confirmer par rapport à la première question sur l'API. Effectivement, j'ai bénéficié également d'une thèse tandem financée par la région. C'est un peu le noyau dur sur cette question de pays avec les industriels. Mais généralement, il y a une négociation qui se fait bien en amont. Et après, on arrive à négocier. Mais c'était un des points durs. Effectivement, je pense que c'est un des points durs. Mais à la fin, on y arrive. Moi, je voudrais compléter, puisqu'on parle de recherche et IUT, donc je veux remettre un petit peu l'IUT au centre là-dessus. Et quand on arrive en fait effectivement à défendre en fait l'API avec des industriels, quand il y a beaucoup de partenaires, c'est encore plus compliqué. Et quand en plus on fait de la recherche dans un IUT, quelle est la place justement, ça c'est une question ouverte, de l'IUT pour récupérer cette pays quelque part, puisqu'on arrive avec notre casquette de chercheur rattaché à un laboratoire, mais on peut faire aussi notre recherche dans un IUT qui met à disposition des plateformes, qui met à disposition du matériel et des équipements. Quel est le retour, je veux le dire comme ça, assez de manière brutale, mais quel est le retour sur investissement d'un IUT, puisqu'on est rattaché à notre université, mais comment est-ce qu'on peut défendre, nous, justement, voilà, est-ce que vous avez des réponses à ces questions? Peut-être un peu compliquées, mais... Je pense que ça va être une question peut-être avec une réponse collégiale. Ça dépend réellement de la structure de l'IUT. Si on prend l'exemple de Saint-Nazaire, où Nordine et moi travaillons, on a les deux systèmes. On a un IUT avec les plateformes concernant notamment donc, le génie civil où Nordine travaille, où là, on va valoriser in situ sur le site même donc toutes les compétences et cette notion de pays où les brevets peuvent être exploités, on peut faire de la prestation, etc. La même chose pour nous. Donc quelque part, l'IUT est la composante qui va gérer et les personnels, les finances, qui va nous accompagner. Alors le SFP est indispensable, le service des proximités de l'IUT sont indispensables. Sans cela, on ne pourrait pas fonctionner. D'accord ? Donc on va gérer tout cet ensemble en fait qui fait qu'on est capable de construire ce projet, qui fait qu'on est capable de valoriser ce projet, qui fait qu'on est capable de rayonner. Donc l'IUT bénéficie de nos différentes approches en fait scientifiques par le rayonnement, par les signatures en fait de ces enseignants-chercheurs, par les compétences et les prestations qu'on est capable de faire. Nordine, tu peux compléter. Je pense qu'on est à peu près sur le même système. Mais bon. Et si on reprend l'exemple, tout à l'heure, vous parliez en fait d'un laboratoire ici, l'IUT. Le laboratoire auquel j'appartiens a été créé à l'IUT également. Donc ensuite, il a été associé au CNRS pour un regroupement en fait plus stratégique et bénéficier d'un ensemble. Mais historiquement, ça vient d'enseignants-chercheurs de l'IUT. Donc l'IUT, là, il est réellement vecteur de toute cette dynamique. Et ensuite, bien sûr, ça retombe sur l'enseignement. Nous, à titre d'exemple, on travaille sur nos microalgues et on va insérer, dans le cadre de la réforme du BUT, sur laquelle on travaille activement, une troisième année avec une adaptation locale, parce que ça fait partie également de nos formations, qui sera spécialisée sur les microalgues. Et on est en train de faire passer notre plateforme. Alors, j'ai pas ramené la vidéo ici, mais on a une plateforme de production à l'échelle semi-industrielle. On va tenter de la faire passer à ERP pour pouvoir accueillir nos étudiants. Et du coup, on va l'ouvrir aux étudiants génie des procédés et aux étudiants génie biologique, parce que les deux en fait sont complémentaires. Et cette plateforme en fait elle a été montée via la recherche. Et maintenant on va l'ouvrir à la formation. Donc l'IUT c'est un exemple qui permet de faire encore plus rayonner donc par le biais de la formation l'IUT. Peut-être une question alors, parce que j'en profite puisque j'ai le micro. Par rapport à la troisième présentation, donc c'est mon collègue qui est juste devant moi. Autant je comprends bien effectivement le projet qui moi me paraît extrêmement intéressant, c'est-à-dire proposer une alternative finalement au GPS avec les satellites, etc. Donc utiliser effectivement la lumière naturelle. Par contre, en intérieur, il y a énormément d'autres systèmes qui existent aujourd'hui. Alors j'avais deux questions en une. Comment vous gérez la variation de lumière dans un intérieur, sachant que je peux allumer la lumière, je peux en éteindre, je peux allumer un néon, je peux allumer une LED, c'est pas du tout le même, il me semble, les mêmes sources d'informations qu'on récupère. Et quel est votre positionnement, par exemple, à la technologie LiFi ? Donc c'est une bonne question.
Donc il y a plusieurs types de lumière, effectivement. Donc je vais essayer de répondre de plusieurs manières. Tout d'abord, comme on parle de lumière polarisée, qu'il y a de la lumière qui n'est pas polarisée, il y a une propriété de la lumière qu'on appelle degré de polarisation, c'est-à-dire quelle est la proportion de lumière qui est réellement polarisée et celle qui ne l'est pas. Et on se demandait si ça allait réellement marcher. On n'a pas eu tellement de problèmes. Et sur l'intensité lumineuse, on n'a pas eu non plus tellement de problèmes. Donc c'est lié aussi à notre système qui est un peu rudimentaire, parce qu'on a un moteur avec un arbre creux et on a le détecteur qui est dessous. Et comme on a un tube, on n'a que la lumière qui arrive d'en haut. Bon, après, il y a des systèmes assez simples pour pouvoir gérer ça. Ensuite, le fait d'éteindre ou d'allumer la lumière, ça peut se régler de plusieurs manières. Et notamment, l'idée, c'est on peut avoir plusieurs informations dans la lumière, notamment en utilisant des lumières qui ont des longueurs d'onde différentes. On peut travailler dans l'infrarouge, on ne va pas travailler dans l'UV, parce que le but, c'est pas de bronzer, mais on peut travailler dans l'infrarouge ou dans des longueurs d'onde que l'œil humain n'est pas capable de voir. Alors, je me souviens plus s'il n'y avait pas une autre question. Oui, par rapport à la technologie LiFi. Ah, par rapport à la technologie LiFi. De toute façon, c'est un peu ma conclusion sur les diapositives. C'est-à-dire que nous, on a une technologie, elle nous paraît intéressante, mais quels sont les réels apports par rapport aux technologies existantes? Donc moi, je vois un intérêt assez immédiat qui est qu'avec une seule technologie, on pourra aller à l'intérieur, à l'extérieur du bâtiment et se géolocaliser. Ce que le LiFi n'est pas capable de faire. J'en vois un autre qui est un peu, mais c'est pas lié tout à fait à ça, c'est qu'avec notre système, on a un système de géolocalisation absolu, c'est-à-dire qu'on regarde juste, alors je n'ai pas expliqué tous les détails, mais il y a des traitements mathématiques, on regarde juste la lumière qui provient du ciel, et on a un positionnement précis et indépendant de toute autre mesure du nord céleste. On n'a pas besoin d'éphémérides, on n'a pas besoin d'autres informations. Et ça, à mon sens, c'est intéressant parce que je vois pas vraiment d'autres technologies qui est capable de faire ça. Vous avez commencé à estimer la précision oui, actuelle ou visée? La précision actuelle, elle n'est pas très bonne. On va dire 2 à 3 degrés sur latitude et longitude. On essaye d'aller déjà descendre à 0,1 degré. Donc, pourquoi? Parce que les systèmes commerciaux actuels descendent à 0,1 degré. Et de mon hôtel, par exemple, je trouverai l'IUT sans problème. Oui, normalement, oui. Mais après, on n'a fait qu'un petit démonstrateur. Donc, les tests qu'on a faits sont dépendants du bruit, de la technologie qui n'est pas encore tout à fait bien adaptée ou bien penser pour que ça marche au mieux. Ouais, merci. Comment? La fourmi, c'est combien? La fourmi, je sais pas. Je sais pas. Alors la fourmi, sa taille, c'est ça. En fait, j'ai fait un petit raccourci parce que l'idée vient de la fourmi et du fait qu'il y a un phénomène qu'on appelle la diffusion relais qui fait que la lumière en provenance du ciel est polarisée, mais on n'utilise pas exactement la même technique que la fourmi. La fourmi, elle, utilise effectivement, a priori, selon les chercheurs, la direction de polarisation de la lumière. Et elle fonctionne de manière incrémentale, c'est-à-dire qu'elle sort du nid, elle a la direction de polarisation, donc le soleil, elle sait où est le nid. Et de manière incrémentale, elle va faire ça à chaque pas. Et donc elle va voir de combien elle a tourné, elle enregistre et elle retrouve son nid. Et c'est pour ça qu'elle est capable, après un cheminant, de revenir directement, parce que c'est incrémental. Nous, c'est pas tout à fait ça. On utilise une propriété dont j'ai parlé, qui s'appelle le degré de polarisation, et c'est aussi très intéressant, et c'est la proportion de lumière qui est réellement polarisée, et si on analyse ça dans le ciel, on est capable d'avoir aussi des informations. Est-ce qu'il y a d'autres sujets Non, alors moi j'ai une question collégiale, peut-être plus sur la technopole, en parlant de mon expérience personnelle. Je trouve que la difficulté, souvent, c'est le mariage entre les universitaires et ceux qui vont exploiter le brevet derrière. Donc, dans le cas où on a déjà identifié l'industriel, on lance une thèse cifre, une thèse avec une bourse cifre, on travaille, on dépose un brevet, mais l'industriel, il est là, c'est lui qui va l'exploiter. Dans le cas où on est plus en amont, on travaille en amont avec d'autres collègues, d'autres laboratoires, on va jusqu'à breveter, et à la fin, on dit on en fait quoi du brevet? Et je trouve que c'est pas notre appétence
d'aller chercher forcément l'industriel. Donc c'est pour ça que je vous regarde plus particulièrement, parce que c'est peut-être plus sur ce type de structure qu'il faut se reposer pour dire, chercher les partenaires qui vont développer. Moi, ce qu'il m'avait proposé à la fin, c'était de dire, vous développez votre start-up et vous développez le projet. Sauf que j'avais pas envie, et du coup, c'est resté comme ça. Et c'était un peu frustrant. Donc, je sais pas quels éléments de réponse vous pouvez apporter à cette problématique de trouver la bonne, même si une exploitation, et de trouver la bonne personne. Alors, j'ai bien apprécié la présentation qu'il y a eu tout à l'heure sur le fait que l'échelle TRL n'est pas toujours adaptée et surtout doit être revue avec l'intégration sur la chaîne de valeur d'innovation des usagers depuis le départ. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la plateforme Alvéole qu'on souhaite monter et qui a aussi une ambition de revoir aussi les processus d'innovation avec les acteurs en intégrant dès le départ des diagnostics à 360 degrés pour voir les usages et les applicabilités et les partenaires depuis le départ. Je pense que ça, c'est devenu majeur, important, pour que, pour le coup, on puisse identifier si réellement ce travail qui est fait a des débouchés et si ce partenaire peut, dès le départ, être identifié. Alors, si c'est pas tout de suite connecté, en tout cas, on sait comment pouvoir l'adresser, pouvoir lui parler, orienter aussi la valorisation derrière. C'est vrai que les cellules valorisation ont beaucoup travaillé avec les pôles de compétitivité dans ce sens aussi ces dernières années. Je pense, en tout cas, avec le recul que j'ai, ma petite expérience, on est un incubateur qui a pour le coup connaît une croissance, mais voilà, on a une vingtaine de projets accompagnés par an par rapport à des grands incubateurs nationaux. On est encore une petite goutte d'eau, mais sur les 20-22 projets qu'on accompagne par an, les 200 projets accompagnés depuis la genèse de l'incubateur, enfin un petit peu moins, on a pour le coup moins de problématiques à l'heure actuelle sur la valorisation des entreprises qui ont créé de la valeur ajoutée, une propriété intellectuelle et qui veulent faire des cessions d'exploitation que à l'heure actuelle au départ, et c'est moi ce qui m'interpellait et c'est ces derniers échanges qu'on a eu avec un certain nombre d'acteurs sur le fait que lier des porteurs de projets qui sont pas issus de la recherche à la recherche, ça devient de plus en plus compliqué. Ça devient de plus en plus compliqué quand nous, au quotidien, on reçoit des porteurs qui viennent nous voir de la société civile, d'anciens chercheurs, qui ont tous souvent un verrou technologique ou scientifique et qui ont besoin de se lier à la recherche. Et on le voit, vous êtes toujours confrontés à aller chercher de l'argent, monter des projets qui ont du coup, vous en parliez bien tout à l'heure, une temporalité qui fait que vous devez aller courir sur plusieurs typologies de financement et monter des projets lourds. Et nous, quand on arrive avec un projet, je sais pas, comme Greenskin à l'époque, à l'époque, je sais que par exemple, et c'est pas du coup dire que les laboratoires nous accompagnent pas, l'université nous accompagne pas, bien au contraire, mais à l'époque, on avait toujours un peu de flexibilité au sein des laboratoires pour, au fur et à mesure de l'année, pouvoir positionner un nouveau projet, un nouvel adossement. Ça devient de plus en plus compliqué. Quand on arrive au mois de mars avec un nouveau porteur de projet, oui, on a un sujet qui est intéressant. Tous les chercheurs sont bloqués déjà à la course sur les projets de partout. Tout le monde est déjà sous la flotte. Et ça devient un réel enjeu parce que en 10 ans, il y a eu réellement un switch qui a été fait, notamment dû à ces appels à projets qui font que maintenant, pour trouver un appui dans certains laboratoires, ça devient compliqué. Et alors qu'on n'a pas la même temporalité. S'il faut qu'on attende fin d'année pour pouvoir monter un projet avec souvent des porteurs de projets qui ont tout lâché pour miser sur ce projet, qui peuvent pas attendre 9 mois pour commencer à discuter sur des travaux. C'est un changement considérable qu'on a eu et qui est un réel enjeu qu'on a à l'heure actuelle. Mais je pense que si je peux me permettre simplement pour rebondir, j'ai le micro. Non, je peux pas. Je peux pas. Non, tu ne peux pas. Parle pas. Je suis désolée, Eric. Je suis désolée, Olivier. Vous allez prendre le temps de discuter pendant la pause déjeuner. Non, ce sont d'autres obligations. Je voulais juste remercier l'ensemble des participants pour la qualité des présentations. Merci beaucoup pour le travail que tu as fait, Olivier, qui est dans notre commission. Merci, Laboratoire Piment, qui a aussi soutenu... je sais très bien que vous êtes Mathieu David, mais c'est Laboratoire Piment qui a aussi soutenu le CNR. Et merci, cher Jérôme, pour tout ce qui est fait depuis hier dans le cadre de notre CNR. Bon appétit.
vous avez le droit de discuter pendant la pause déjeuner. Ah pardon, j'ai oublié de vous dire, demain, restitution de l'atelier, donc restitution des 2 ateliers, puisque vous avez fait le choix d'un des 2. Donc on restitue les 2 ateliers. Donc aux participants et à tout le monde, hein, vous êtes invités à voir si nous restituons dans les clous. Merci beaucoup, bon appétit.